Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, il est 9 heures très exactement. On va débuter la présentation qui va porter sur les conjectures au secondaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marianne Toutant, responsable des programmes de mathématiques au ministère de l'Éducation, donc responsable des programmes de mathématiques autant au primaire qu'au secondaire. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec vos deux animatrices de la rencontre. Elles vont se présenter. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. À plus tard. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Dupré. Je suis conseillère pédagogique de mathématiques au secondaire et je suis présentement en prêt de service au ministère. Donc, je travaille avec l'équipe des programmes, donc avec Marie-Annick et ma collègue. Bonjour, Sophie Genet en direct de son sous-sol. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir toutes les 60 ce matin pour une discussion intime. Alors, on va aborder rapidement la conjecture dans le programme de formation. On va vous donner quelques pistes d'enseignement liées à la conjecture, ce que je fais en classe, des tâches de conjecture. Puis aussi, c'est qu'est-ce qu'on s'attend comme démarche de l'élève dans les tâches de conjecture. Puis, on aura quelques pistes de solutions pour vous pour créer davantage de situations de conjecture dans vos cours. Alors, dans un premier temps, juste pour remettre en contexte pourquoi nous avons décidé d'offrir une courte formation sur les conjectures. En fait, après toutes les années où le programme est maintenant en place, on sent que c'est un élément du programme qui est peu mis de l'avant dans les classes ou qui demeure encore avec des imprécisions. Donc, on voulait clarifier ces éléments-là également dans les dernières années avec les épreuves qui ont, en quatrième secondaire, qui ont ramené des tâches de conjecture. Ça a soulevé beaucoup de questionnements et donc, nous avons décidé de faire une petite présentation pour vous pister à ce sujet. Dans un premier temps, juste définir ce que c'est qu'une conjecture. Il existe différentes définitions. On en a choisi une à la suite de recommandations de différents didacticiens. Donc, on dit que la conjecture, c'est un énoncé que l'on pense vrai, mais qui n'a pas été prouvé. Donc, on est vraiment dans l'idée que la conjecture, c'est une hypothèse, une supposition. Donc, avant un apprentissage, tout élément peut être une conjecture tant qu'il n'a pas encore été prouvé. Donc, tout au long de la présentation, vous verrez différents exemples de conjectures, mais aussi différentes façons de les exploiter, soutenir l'apprentissage des élèves et développer leurs compétences à déployer un raisonnement mathématique. D'ailleurs, donc, par rapport à la compétence de déployer un raisonnement mathématique, on se rappelle qu'il y a trois composantes. Donc, bien qu'une des composantes soit directement reliée à la conjecture, soit émettre des conjectures, les deux autres composantes, pardon, ils sont également reliées. Donc, pour ce qui est de construire et exploiter des réseaux de concepts, bien évidemment, l'élève, pour être capable d'émettre des conjectures, va devoir s'appuyer sur des connaissances, des concepts qu'il connaît et devra donc construire ces réseaux de concepts ou utiliser des réseaux de concepts qu'il a déjà construits. Et la troisième composante, qui est réaliser des preuves et des démonstrations, bien, en devient en fait comme le but ultime de la conjecture, de pouvoir arriver à la prouver ou à la valider, à la démontrer, pardon. Plus spécifiquement, par rapport à la composante émettre des conjectures, donc, ce qu'on attend de l'élève ici, c'est qu'il soit capable d'analyser tous les éléments d'une situation pour être capable ensuite de faire des observations et d'être capable de, par exemple, tirer des conclusions, faire des généralisations pour émettre des conjectures, mais aussi, on souhaite que l'élève soit capable de s'approprier des conjectures déjà énoncées, être capable d'en juger la pertinence. Donc, en gros, c'est ce qui concerne les composantes du programme. Alors, quelques pistes d'enseignement. Avant même d'aborder une conjecture mathématique, j'aime ça arriver en classe, puis faire une affirmation comme ça. Je dis à mes élèves, je tiens juste des crayons mauves dans mes mains. Là, ben voyons, c'est pas vrai. Madame Genet, je vois que vous avez un crayon orange, un crayon vert, d'autres vont dire. Donc, je reviens un petit peu sur l'idée de, bon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir deux éléments qui sont faux pour dire que mon affirmation était vraie, ou encore un était suffisant. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'aborde les premières tâches de conjecture, c'est l'idée de réfuter. Je trouve que c'est plus facile peut-être pour l'élève d'aborder ça plutôt que d'émettre une conjecture. Puis j'essaie de voir, de toujours référer à un objet qui va être tangible pour eux. Pour tout ce qui est
émission de conjecture, je me demande, est-ce que pour la validation puis l'émission, est-ce que j'ai besoin de faire juste quelques exemples? Donc, est-ce que je pourrais prendre un autre exemple très concret pour les élèves? Je pourrais leur dire, bon, j'aimerais ça vérifier, voir c'est quoi la couleur de mes cheveux. Donc, j'en arrache un, puis je fais voir un élève, couleur brun. Donc, est-ce que je peux dire que j'ai tous les cheveux bruns? Peut-être que vous êtes en train de vous approcher et de dire, ouais, est-ce qu'elle a juste des cheveux bruns? Donc là, les élèves disent, mais là, madame, est-ce qu'on peut regarder de plus proche? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour s'assurer que j'ai vraiment tous les cheveux bruns? Bien, finalement, il faudrait que j'aille m'époiler complètement la tête. Donc, j'essaie de montrer aux élèves que pour valider quelque chose, il faut s'assurer d'avoir vérifié tous les cas possibles. Donc, l'exemplification n'est pas suffisante pour aller émettre une conjecture ou encore pour valider. Il faut avoir un processus de généralisation qui va être plus grand. Pour ceux qui se disent, moi, tu as juste les cheveux bruns, je vous informe que j'ai quelques cheveux argentés depuis quelques temps. Puisque d'enseignement, donc avant de proposer des tâches en évaluation, en conjecture à mes élèves, je propose évidemment plein de situations en apprentissage. Donc, un petit peu le avant émettre des conjectures. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, en fait, une piste qu'on vous lance, c'est évidemment de favoriser l'apprentissage par l'exploration. Donc, quand on entend apprentissage par exploration, bien, il y a différentes voies qu'on peut utiliser. Une de ces voies-là est d'utiliser des situations de manipulation. Donc, quand on parle de situations de manipulation, on pense, oui, à du matériel concret, mais on peut aussi penser à des logiciels de géométrie dynamique, par exemple. Donc, de faire manipuler les élèves à travers des tâches pour leur faire découvrir de nouveaux concepts. Donc, c'est une voie à favoriser. J'ai un exemple dans lequel je demande à des élèves de calculer la longueur en fait d'une faille à l'aide d'un pointeur laser et de ruban à mesurer. Donc, les élèves doivent utiliser leurs connaissances sur les triangles isométriques, triangles semblables pour arriver avec cette situation-là. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui sont intéressés en 4e secondaire, de voir un petit peu comment je vis la situation. Il y aura une formation le 7 décembre. Bien. Dans un deuxième temps, ben, on peut penser à faire appel à des problèmes ouverts. Donc, des problèmes ouverts peuvent être des problèmes très, très courts, parfois qui peuvent se résumer en une ou deux phrases, et des problèmes qui n'induisent pas de démarche ou de raisonnement précis. Donc, où l'élève va être en mode d'aller-retour, d'exploration, de mobilisation de différents raisonnements. Donc, pour ça aussi, on a un exemple de problème que Sophie a exploité en classe. Non, exemple de problème. Ici, je demandais aux élèves d'établir un lien entre l'aire d'un triangle formé par le graphique d'une fonction valeur absolue, l'axe des abscisses et les paramètres A et K de la règle à fonction. Donc, avec les élèves, je n'avais jamais parlé vraiment d'aire avec la fonction valeur absolue. Donc, je leur dis pas qu'est-ce qu'ils doivent calculer en premier. C'est à eux, finalement, là, de sélectionner leur mode de raisonnement puis leur façon de faire pour arriver à la réponse. J'ai la réponse, mais en fait, il y a plusieurs réponses possibles ici. Les liens peuvent être différents, dépendamment de la façon que l'élève a travaillé. Et donc, dans un troisième temps, une autre piste qu'on vous lance pour favoriser l'apprentissage par l'exploration, c'est de travailler à partir de réseaux de concepts. Donc, idéalement, de faire construire aux élèves leur propre réseau de concepts et quand ils sont placés devant une tâche, donc de leur demander de le faire. Ça peut être fait à l'écrit mentalement, mais c'est l'idée de faire des liens entre les connaissances qu'ils ont et peut-être les nouvelles connaissances à construire. Donc, si une autre tâche était la conjecture, l'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Donc, même dans les petites situations comme ça, avec les élèves de première secondaire, je prends le temps qu'on ressorte les éléments clés. Donc, bon, dans une distribution statistique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des valeurs. Chacune des valeurs, j'ai besoin du concept de doublé, puis j'ai besoin aussi du concept de moyenne qui va être appelé pour répondre correctement à la question. Donc, je vous propose quelques pistes d'enseignement. Moi, ce que je fais en classe, autant en première secondaire qu'en 4e secondaire, c'est mes groupes cette année. Donc, les premières fois que je propose des tâches de conjecture, je pense que c'est aussi important d'enseigner finalement les stratégies pour résoudre correctement des conjectures. Donc, la première fois, je leur présente une tâche, je leur demande de réfléchir par eux-mêmes, seuls, et d'essayer de faire quelque chose. Peu importe, ils n'ont pas le droit de laisser ça blanc, donc il faut qu'ils progressent. Dans un deuxième temps,
Je les forme en petite équipe éclair, très rapide. Ils restent debout en classe, puis ils échangent en fait sur c'est quoi les stratégies qu'ils ont utilisées. Donc, je ne veux pas qu'ils disent hey, moi j'ai trouvé ça comme réponse. Moi, j'ai commencé par faire tel exemple, j'ai commencé par supposer telle chose. Donc, ils s'échangent leur stratégie. Et ensuite, je fais un retour en plénière sur, bon, c'est quoi les stratégies que vous avez trouvées en sous-groupe, lesquelles sont aidantes, lesquelles sont moins pertinentes, pour qu'on en vienne à dire, OK, c'est quoi nos étapes à faire? Donc, il faudrait voir au départ, c'est quoi les contraintes? C'est quoi le vocabulaire? C'est quoi les concepts qui sont sollicités? Ensuite, on va regarder, en fait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été déconcentrée par les cœurs renombrés ici. Donc, on va regarder, voir, OK, moi, j'ai fait un exemple. C'est ça ma stratégie. Je fais un exemple, puis j'essaie de me bâtir une conjecture. Ah, mais là, il y a un autre qui va arriver. Non, c'est pas suffisant. Moi, j'en fais 3. Pourquoi en faire 3? Il faudrait penser à tous les cas en général. Donc, j'essaie de leur montrer un petit peu comment on peut se rendre finalement à émettre des conjectures à la fin. Ensuite, on s'est partagé les stratégies. Je leur dis, bon, mais maintenant, essayez de résoudre le problème qui était partagé au départ. Donc là, on revient sur la tâche du départ et les élèves essaient de compléter. Et finalement, je vais revenir en classe sur, bon, mais qu'est-ce que vous avez trouvé comme conjecture? Et on va essayer de les préciser. Donc, tu as fait une affirmation, est-elle assez générale? As-tu pensé à tous les cas possibles? Puis là, les élèves vont pouvoir partager c'est quoi un petit peu là, leur solution. Je voulais vous montrer que présentement, au mois de novembre, où est-ce que mes élèves sont rendus par eux-mêmes, comment ils ont évolué depuis le début de l'année. Donc, ils sont capables, tout le monde, en fait, il n'y a plus de syndrome de la page blanche, la réflexion préliminaire, un plan d'action, ils font des essais, ils font ça eux-mêmes. Ils sont capables de sortir le vocabulaire et créer leur réseau de concepts. Et maintenant, certaines fois, je leur donne du temps pour comparer, des fois non, donc ça va dépendre du temps que j'ai en classe. Et là, ce que je veux travailler d'ici la fin de l'année, c'est bon, mais améliorer les rétroactions. Donc, une façon que je fais des rétroactions, beaucoup, c'est que je prends dans le fond, je prends une photographie d'une démarche d'élève, on projette à l'avant, puis on va commenter. Donc, on essaie de faire de la critique constructive. Comment l'élève peut améliorer? Est-ce que l'exemple choisi au départ, il était bon? Est-ce qu'il a pensé à tous les cas possibles? Est-ce qu'il y a des cas qui ne font pas partie de la conjecture? Donc, on vient préciser. Et dans un deuxième temps, je vais vouloir travailler un peu plus la construction de la preuve, donc comment généraliser en mots. Donc, il y en a certains élèves qui sont capables de balbutier une petite généralité en secondaire 1. En secondaire 4, ils sont un petit peu plus habiles de débuter un raisonnement déductif, mais ils ne voient pas tout le temps là, comment s'y prendre. Donc, ce que je veux arriver à faire avec mes élèves, c'est que des essais de départ, il faut toujours accompagner par une généralisation pour se convaincre et convaincre les autres, finalement, de sa conjecture. Et une fois qu'on utilise le raisonnement déductif, bien à ce moment-là, on est certain que ce qu'on a créé, c'est bien vrai. Alors, j'essaye de travailler beaucoup le vocabulaire avec mes élèves. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui participe pour donner sa réponse, je demande d'expliquer pourquoi. Donc, c'est vraiment rendu une culture dans la classe. Je donne une réponse, mais je donne aussi une justification. Et lorsque les élèves donnent une réponse, je m'attends à avoir des mots précis. Donc, j'exige vraiment l'utilisation du vocabulaire associé à la mathématique. Donc, quand un élève répond, je vais dire « Ah oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir préciser, utiliser les mots du jour? » Puis, c'est vraiment un phénomène d'entraînement. Les élèves essaient de dire « Ah oui, OK, on vient de parler de fraction impropre. OK, on parle de fonction réciproque. » Donc, on s'approprie le vocabulaire parce que je demande aux élèves de l'utiliser. Il y a aussi toujours mes questions d'examen que mes élèves apprécient beaucoup. Je demande d'expliquer pourquoi. Donc, je peux dire, bon, mais en addition, nombre négatif, pour quelle raison, finalement, deux nombres négatifs additionnés ensemble me donnent une réponse négative. Donc, je leur demande, en fait, en tout temps, d'être capable d'expliquer. Aussi, une autre activité qui permet de travailler le vocabulaire, c'est l'activité Trouver l'intrus. Je ne sais pas si plusieurs le connaissent sous la forme de Kelly. Donc, on propose finalement aux élèves des expressions ou des éléments mathématiques qui se ressemblent et on leur demande en fait de sélectionner lequel parmi les 4 correspond à un intrus et d'expliquer pourquoi. Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec la barre d'outils dans le bas, je vous inviterai à aller sélectionner une étampe, puis d'aller juste comme ça placer pour vous lequel des expressions ici vous pensez qui est différent des autres.
Donc là, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont choisi le 7. Alors peut-être que vous dites, bon, c'est le seul qui est un terme constant. Donc, je veux que les élèves viennent justifier en classe pourquoi c'est ça l'intrus. Donc, aujourd'hui, on ne le fera pas. Mais peut-être là, ici, il y en a qui ont choisi celui-là parce que c'est le seul que le coefficient est négatif. Donc, les élèves s'approprient le mot coefficient. Ah, c'est le seul qui est un binôme ici, qui est le plus populaire. Parfait. Donc, à ce moment-là, je viens travailler les mots avec les élèves. Merci pour votre participation en passant. Donc, un autre que je fais ici avec les élèves de 4e secondaire, cette fois-ci, je veux entendre dans le vocabulaire, c'est le seul que le domaine n'est pas l'ensemble des nombres réels, le seul que le codomaine n'est pas l'ensemble des nombres réels, le seul qu'il y a un abscisse à l'origine. En fait, là, il y en a plusieurs qui ont des abscisses à l'origine, mais peut-être un que l'abscisse à l'origine, il y en a plusieurs, ou encore il y a un asymptote. Donc, il y a vraiment plusieurs réponses possibles. Ça encourage le vocabulaire. Moi, j'ai fait celui-là sous la forme d'un Padlet, pour ceux qui connaissent. Donc, chacune des en-têtes des colonnes était une expression différente. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, je ne vous cacherai pas qu'il y en a qui écrivent « coucou » à la place d'une justification pertinente. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a une petite gestion de classe à faire, mais au fur et à mesure que les élèves gagnent en maturité, l'activité est vraiment là, sérieuse et axée sur l'utilisation du vocabulaire approprié. Alors, en début d'année, peut-être que ce n'était pas nécessairement évident d'émettre une conjecture au complet. Donc, ce que je travaille beaucoup les élèves au mois de septembre, au mois d'octobre, c'est compléter une conjecture. Donc, je le fais plus longtemps au premier cycle, mais je le fais aussi au deuxième cycle pour qu'on prenne confiance, finalement. Donc, je mets les élèves dans une situation, donc si on calcule le périmètre d'un triangle équilatéral à partir de la mesure de côté donnée sous la forme d'une expression algébrique, là, on sait ça, ces informations-là. Maintenant, essayez de compléter l'énoncé suivant. Si la mesure d'un côté est représentée par une expression algébrique ne comportant aucun terme semblable, l'expression algébrique représentant le périmètre du triangle équilatéral contiendra. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Ça reste quand même un problème ouvert. Les élèves pourraient dire contiendra juste des expressions algébriques qui étaient, dans le fond, des termes semblables à la mesure d'un côté, contiendra le triple de... Dans le fond, là, ça pourrait être vraiment varié ce qu'on a ici, mais ça montre un petit peu à l'élève de revenir avec les mots de la situation, puis tenter finalement de compléter une phrase. Pour ceux qui sont pas encore là, très à l'aise avec l'enseignement de la conjecture, je vous dis que les élèves, ils vont être bons. Ils vont être capables si on leur propose souvent des tâches de conjecture en classe. Donc, au départ, pour que tout le monde prenne confiance, vous pouvez donner des exemples similaires. Donc là, ici, c'est un petit peu la même chose, mais avec un carré. Mais il faut éviter aussi de donner des exemples pour que ça devienne des exerciceurs de conjecture. Donc, il faut toujours laisser dans l'idée de réflexion, de raisonnement. Et je vous dis que plus vous allez travailler ceci, plus dans des tâches d'évaluation, il n'y aura plus de syndrome de la page blanche. Donc, soit que c'est positif ou négatif, dépendamment du temps de correction que ça vous donne. Mais les élèves, ils deviennent vraiment bons au courant de l'année quand on travaille longtemps avec eux. Donc ici, je vais vous montrer un autre exemple de compléter une conjecture, mais cette fois-ci avec les graphes, parce que c'est possible d'utiliser ces principes-là, peu importe le champ de la mathématique. Alors, dans la suite de ce que Sophie vient de nommer, il existe différentes tâches pour utiliser ou mobiliser les conjectures. Donc, ce qu'on veut vous proposer, c'est différentes façons d'exploiter le contexte des conjectures pour développer la compétence des élèves à déployer un raisonnement mathématique, mais aussi pour développer une connaissance plus approfondie des concepts. Donc, ce qu'on vous propose, ce n'est pas une liste exhaustive des types de tâches qui existent pour travailler les conjectures, c'est des idées, des pistes qu'on vous lance. Donc, on a relevé 3 catégories ou 3 types de tâches pour travailler avec les conjectures, soit les tâches où on amènera l'élève à réfuter des conjectures, les tâches où on amènera l'élève à valider, et d'autres où on amènera l'élève à formuler ou à émettre des conjectures. Donc, dans un premier temps, on vous parle de la réfutation. On l'a mis en premier parce que d'emblée, ça nous semblait plus simple peut-être de réfuter des conjectures déjà émises. Évidemment, on est dans l'idée qu'on propose à l'élève des conjectures
qui sont fausses. Et l'élève doit donc trouver un raisonnement qui lui permettra de réfuter la conjecture. Dans le programme, on précise bien qu'un seul contre-exemple est suffisant pour réfuter une conjecture, mais l'élève peut aussi faire appel à d'autres types de raisonnements. Donc, il pourrait y aller par un raisonnement par contradiction, mais il pourrait aussi y aller par un raisonnement déductif où on est plus dans l'idée d'une démonstration, avec, par exemple, un raisonnement algébrique aussi. On pourrait y aller avec un raisonnement par analogie. Donc, différents types de raisonnements peuvent être travaillés à travers ces tâches de réfutation. Donc, voici quelques exemples qu'on pourrait proposer aux élèves pour travailler la réfutation. Quand on regarde le premier énoncé, donc un seul contre-exemple est suffisant, mais on pourrait quand même, comme activité, amener les élèves à trouver différents contre-exemples ou à comparer les contre-exemples qu'ils ont trouvés, dans l'idée aussi de développer cette capacité à faire des exemples variés ou à choisir les exemples les plus pertinents. Donc, ici, vous avez donc deux exemples d'énoncés qui sont faux et donc que l'élève devra réfuter. Le deuxième exemple est tiré d'un document qu'on a produit l'année dernière. Donc, à la suite d'une session d'information que nous avons produite sur les types de raisonnement. D'ailleurs, l'enregistrement et tous les documents de cette séance-là sont disponibles sur le site du ministère. Donc, à la suite de la séance, nous avons produit un document où on a produit des exemples de démarches d'élèves ou des exemples de démarches illustrant les différents types de raisonnement. Donc, si on regarde un premier exemple, on a, ça ne sera pas bien long, par exemple. Donc, ici, l'énoncé que vous aviez à l'écran, donc lorsqu'on ajoute deux nombres opposés dans une distribution statistique, la moyenne ne change pas. Donc, on a ici une conjecture qu'on cherche à valider ou à réfuter, mais nous, on sait que l'énoncé est faux, donc on va chercher à le réfuter. Donc, l'élève pourrait y aller tout simplement à l'aide d'un contre-exemple. Donc, dans un premier temps, va se donner un exemple de distribution statistique. Dans un deuxième temps, il calculerait donc la moyenne de cette distribution statistique. Ensuite, puisqu'on s'intéresse au fait d'ajouter deux nombres opposés à une distribution statistique, on choisit deux nombres opposés qu'on vient ajouter à notre distribution et on calcule à nouveau la moyenne pour se rendre compte que notre moyenne a changé. Donc, on vient de produire un contre-exemple qui vient réfuter la conjecture. Juste une petite précision par rapport au document que vous avez à l'écran. Vous pouvez utiliser le zoom dans la barre en bas à droite pour agrandir ou réduire la page et vous pouvez aussi utiliser la barre défilante à droite pour monter et descendre dans la page si vous ne voyez pas bien l'exemple au complet. Donc, avec ce même exemple, l'élève pourrait faire appel aussi à un raisonnement déductif. Donc, ici, on irait d'une façon un peu plus algébrique, mais l'élève pourrait tout aussi bien avoir un raisonnement déductif et utiliser des mots. Donc, il ne serait pas obligé d'utiliser nécessairement des lettres donc, pour représenter des inconnus ou des variables. Donc, ici, par exemple, l'élève pourrait représenter le calcul de la moyenne par A sur N ou la somme des données sur le nombre total de données, ajouter deux nombres opposés en utilisant X et moins X, par exemple, et constater qu'en réduisant les expressions ou tout simplement expliquer en mots que la moyenne à la fin n'est pas la même que la moyenne qu'on avait obtenue initialement. Un troisième exemple de raisonnement, on pourrait passer par l'analogie. Donc, l'idée de faire référence à d'autres contextes qu'on connaît et qui nous aident à raisonner sur une tâche. Donc, un élève pourrait faire référence au fait qu'il sait que lorsqu'on ajoute deux nombres opposés à une somme, on sait que c'est comme si on n'ajoutait rien, donc parce que les deux nombres vont s'annuler l'un et l'autre dans la somme. Et ensuite, donc, si on ajoute les deux nombres opposés à une somme de données d'une distribution statistique, donc la somme des données va rester la même nécessairement. Et là, ben, par exemple, l'élève pourrait faire une analogie entre le calcul de la moyenne et une fraction partie d'un tout, qui sont deux concepts complètement différents, mais il pourrait y faire des liens en voyant le calcul de la moyenne lorsqu'il est écrit sous forme fractionnaire, me fait penser à une fraction partie d'un tout. Et donc, nécessairement, si mon numérateur, donc mon nombre de parties est le même, mais que mon dénominateur change, ben, mes morceaux, mes parties vont changer de taille. Donc, nécessairement, la fraction représentée
n'est plus la même. Donc, on peut faire des liens de cette façon-là pour réfléchir sur le fait que la moyenne va changer. Donc, ici, c'est un raisonnement par analogie est tout aussi valable qu'un raisonnement déductif, inductif ou par la création d'exemples. Donc, peu importe le chemin par lequel l'élève est passé, il arrive à réfuter la conjecture et c'est ce qu'on souhaitait au départ. Donc, ici, il a fait appel aux mots. Et donc, ce raisonnement est tout aussi valable que les autres. Donc, ça, c'était pour la réfutation à l'aide de contre-exemples ou de tout autre type de raisonnement. Donc, si on passe à l'exemple aux pistes suivantes, on vous propose aussi d'amener les élèves à valider des conjectures déjà émises. Donc, encore une fois, pour la validation, l'élève peut en faire appel à différents types de raisonnements, qu'on soit dans un raisonnement déductif qui va se rapprocher davantage de la démonstration ou de la preuve, mais aussi l'analogie, le raisonnement inductif par la création d'exemples pourra aider l'élève à vérifier la validité d'une conjecture. Il va arriver à le généraliser, ça peut être à l'aide d'exemples qui va être pour arriver à tirer des généralisations, mais il pourrait aussi y aller avec un seul exemple algébrique qui viendrait prouver la conjecture. Donc, ici, vous avez encore une fois à l'écran des exemples de tâches, de conjectures qu'on pourrait proposer aux élèves et à qui on demanderait de venir vérifier la véracité. Donc, ici, l'important dans ce type de tâche-là, c'est de miser beaucoup sur l'argumentation mathématique et la justification de chacune des étapes pour venir appuyer les faits avancés par l'élève. Alors, des types de tâches nécessitant la formulation. Encore là, l'idée, c'est de sortir là, des exemples pour aller dégager un lien fort et comparer et justifier. Donc, on ne veut pas juste faire quelques exemples, il faut aller avec quelque chose qui va tenir tout ceci à la fin. Donc, pendant que vous regardez ces deux exemples-ci, dans le fond, c'est sûr que c'est pas évident. Les élèves, pour moi, ont encore un petit peu de difficulté à structurer leur façon d'aboutir à une formulation de conjecture. Donc, en fait, moi, je leur ai proposé, en fait, une espèce de dialogue intérieur. Donc, comment les aider à organiser leur pensée quand ils sont placés devant des contextes comme ça ici, dans lesquels ils doivent faire des liens. Donc, je leur propose cette série de questions-là et ils essaient de chercher, en fait, c'est quoi les concepts au départ à mettre en relation. Habituellement, comment tu fais pour les calculer, ces concepts-là? Sors de la situation qui est proposée, la pente, à calculer comment? Ah, OK, c'est ça que tu fais. OK, bien, maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais pour trouver un point d'intersection, par exemple? Bon, bien, repense à comment tu le fais, à la sortie de l'exemple. Ensuite, comment tu pourrais choisir des exemples pour aider à visualiser un lien qui existe. Ensuite, est-ce que les exemples que tu t'es donnés, ça fait référence à tous les cas possibles? Donc, est-ce que tu as pensé à quelque chose qui était dans le premier cadran, dans le troisième cadran? Est-ce que tu as pensé à des quadrilatères, des figures convexes, concaves? Ensuite, comment vérifier que l'argumentation est suffisamment développée? Donc, est-ce que vous êtes convaincu, convaincant? Puis voir, est-ce que c'est possible dans un deuxième temps de voir si vous pourriez aller démontrer finalement votre conjecture. Donc, c'est un petit peu ça que les élèves ont en main. Les premières fois de l'année, je leur donne même la possibilité de regarder ce petit dialogue-là intérieur sur leur bureau durant le contexte d'examen pour qu'ils se situent un petit peu. Puis après ça, évidemment, au courant de l'année, ben, cette aide-là disparaît. Donc, je voulais vous présenter des exemples de démarches d'élèves en lien avec la formulation de conjecture. On va regarder celle de 5e secondaire pour débuter. Donc, ici, on avait une question sur les fonctions rationnelles. Vous pouvez voir deux graphiques ici et on aimerait ça conjecturer à propos du lien qui existe entre le rapport de mesure de OA, donc c'est ça ici, sur la mesure de OB et les paramètres H et K de la fonction. Donc, l'élève pourrait faire appel à un raisonnement inductif au départ,
et dire, bon, ben, je vais me faire un exemple. Donc, on va regarder en posant des valeurs au départ dans lesquelles il n'y a pas de changement d'échelle, juste un déplacement. Donc, déplacement horizontal de 4, déplacement vertical de 2. Puis, on va venir calculer. Donc, n'oubliez pas de défiler avec la barre à droite pour voir la démarche. Donc, l'élève dit, je vais calculer l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, et finalement, on va regarder le rapport à la fin. Première réflexion qu'il peut en faire, c'est la mesure de OA sur OB est égale à mon rapport de K sur H dans cet exemple. Donc, c'est vrai pour cet exemple-là. Je vais vérifier, voir si c'est vrai dans d'autres cas. Donc, l'élève ici, il faut qu'il pense à des exemples variés. Donc, mon exemple varié ici, c'est le fait que je vais avoir un déplacement horizontal, mais dans l'autre sens. Puis, je vais avoir un déplacement vertical qui ne correspond pas à un entier. En recalculant l'abscisse et l'ordonnée à l'origine, j'essaie de faire le rapport à la fin. Puis, on obtient encore que c'est égal au rapport de K sur H. Donc, l'élève dit c'est encore vrai. Mais on se demande si c'est encore vrai, si jamais j'avais un exemple qui était varié, dans le sens que cette fois-ci, je vais avoir un changement d'échelle. Donc, je vais avoir une réflexion aussi par rapport à l'axe des abscisses. Puis, là, j'ai ajouté un déplacement qui ne serait pas un nombre rationnel. Donc, voir est-ce que c'est encore vrai. Donc, l'élève expérimente, puis arrive encore, avec un petit peu plus de manipulation algébrique, avec, je dis algébrique, mais arithmétique, que c'est encore vrai. Maintenant, juste ces exemples-là, c'est pas suffisant. Donc, ça demande quand même une part de réflexion, et c'est ce qui a été mis ici comme exemple. Donc, on peut établir la conjecture suivante, oui, que le rapport ici est égaux, mais on remarque que pour qu'on puisse, ça ne peut pas passer par l'ordonnée à l'origine, la fonction, et pour pouvoir calculer la mesure, sinon on va avoir un rapport indéfini. Pour les mêmes raisons, ça peut pas passer par l'ordonnée à l'origine, la fonction, et pour pouvoir calculer la mesure de OA, ben, il faut absolument avoir un ordonnée à l'origine. Donc, si on veut avoir un ordonnée à l'origine, il faut absolument aussi qu'il y ait eu des translations. Donc, la conjecture est vraie, mais il faut que je vienne préciser qu'elle n'est pas vraie tout le temps. On a au minimum besoin de translation et éviter que certaines valeurs soient égales à 0. Donc, ça ici, c'est l'exemple de raisonnement inductif. Un élève pourrait passer aussi dans le raisonnement déductif. Donc, dans le raisonnement déductif, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Ben, il faut quand même qu'il se mette une mise en contexte au départ. Il faut qu'il pense aussi que il faut absolument qu'il y ait une translation. Donc, lui, cette réflexion-là, il l'a fait au départ. Il faut qu'il y ait des translations. Puis ensuite, il va trouver l'ordonnée à l'origine de façon algébrique, l'abscisse à l'origine également de façon algébrique. Et à la fin, on arrive avec, je vais calculer le rapport directement de la mesure de OA sur la mesure de OB. En simplifiant, on arrive que c'est égal à K sur H. Donc, à la lumière de sa preuve algébrique, il peut aller faire sa conclusion sur quelle est la conjecture. Donc, on va revenir au diaporama de base. Donc, je voulais profiter de la semaine des maths de l'Université Laval pour vous donner le lien accessible pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une source très riche en situations dans laquelle vous pouvez faire des conjectures, mais dans un contexte ludique. Donc, il y a de la mathémagie dans laquelle il y a des vidéos qui sont enregistrées. Vous voyez des mathématiciens qui font un petit tour de magie et on demande de trouver pour quelle raison ça fonctionne. Donc, l'élève doit comprendre le tour, qui est toujours un tour qui s'explique par la mathématique. C'est placé sous l'angle de premier cycle, deuxième cycle au secondaire, donc on peut en trouver pour tous les niveaux. Puis les élèves vont travailler l'idée de conjecture dans un contexte ludique. Alors, donc, pour la suite, on voulait regarder aussi à partir d'un exemple tiré d'une épreuve ministérielle. Avant de regarder l'exemple, j'en profiter pour clarifier quelques éléments par rapport aux critères d'évaluation. Donc, lorsqu'une tâche de conjecture est demandée à l'élève, donc on lui demande d'émettre une conjecture, et évidemment que les 5 critères d'évaluation de la compétence 2 doivent être évalués. On sait que par rapport au critère 1,
qui touche la formulation de l'énoncé, la formulation de la conjecture. Ce qu'on cherche à voir, c'est si l'élève a cerné tous les aspects de la situation dans sa formulation. Donc, dans certains cas, ça peut arriver qu'une conjecture soit vraie dans un domaine restreint ou dans un contexte bien précis. Donc, toutes ces contraintes-là doivent faire partie également de la formulation de la conjecture. Donc, l'élève pourrait très bien formuler une conjecture qui est vraie seulement pour les nombres naturels, par exemple. Donc, il faudrait absolument que ce soit précisé dans sa conjecture pour considérer que sa formulation est claire et complète. Quand on parle des autres critères, par exemple le critère 3, ben, c'est là qu'on va venir évaluer si l'élève, si son raisonnement est juste et donc si il est appuyé sur un raisonnement qui a du sens. Donc le raisonnement peut varier, comme on l'a mentionné, on peut faire appel à un raisonnement déductif, donc qui va être plus formel, qui peut se rapprocher d'une preuve, mais qui pourrait être aussi basé sur un exemple algébrique. On pourrait y aller d'un raisonnement analogique. C'est sûr que ce qu'on retrouve souvent, c'est des raisonnements qui vont prendre l'angle d'un raisonnement inductif basé sur des exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'exemples n'est pas prescrit. Donc, pour savoir si le nombre d'exemples est suffisant et suffisamment varié, ça va dépendre de la situation. Donc, certaines situations vont amener l'élève à formuler peut-être 2 exemples et ça peut être amplement suffisant pour être capable d'émettre sa conjecture. Alors que dans d'autres situations, 3, 4 ou 5 exemples seront nécessaires pour être capable de faire des observations et être capable de formuler une conjecture. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'exemples, peu importe le nombre d'exemples, les exemples ne seront jamais suffisants pour prouver une conjecture, ça c'est certain, mais pour être capable d'observer des liens. Donc, on s'attend à ce que l'élève ait des exemples variés pour s'assurer de toucher à toutes les contraintes de la situation. Donc, souvent, lorsque un lien va être demandé entre 2 valeurs, par exemple, il est fort probable qu'il soit nécessaire de faire plus de 2 exemples pour être capable de voir si ce lien-là est constant ou il est, par exemple, proportionnel ou exponentiel, alors que lorsqu'on cherche à établir une conjecture sur une seule valeur, il se pourrait très bien que 2 exemples soient suffisants. Mais encore une fois, le choix des valeurs numériques choisies par l'élève vont faire en sorte qu'il se pourrait que 3 exemples ne soient pas suffisants. Donc, ça va vraiment être une situation qui va varier en fonction de la tâche qui est demandée à l'élève et aussi des choix d'exemples qui sont formulés par l'élève. Donc, les balises qu'on retrouve dans les épreuves sont toujours en fonction aussi du fait que les exemples de l'élève vont être variés. Donc, on va aller voir justement un exemple à partir d'une épreuve. Donc, c'était dans l'épreuve de TS de 4e secondaire en 2015. Donc, on avait la tâche suivante. Donc, on peut prendre le temps de la lire pour bien suivre ensuite les exemples de démarche. Donc, on a dans un plan cartésien un segment de droite LR. On choisit une valeur de M qui doit être entière et supérieure à 1. Donc, on a déjà ici une balise à respecter, une contrainte à respecter. On trace le segment de droite OP de manière à ce que le point P soit situé au 1/n du segment de droite LR, et ça à partir du point L. Donc, formuler une conjecture décrivant le lien existant entre la valeur de M et la pente du segment de droite OP. Donc, ça, c'est la tâche qui était demandée aux élèves. Lorsqu'on regarde au niveau des exemples de démarche, donc on n'oublie pas que dans les guides, évidemment que c'est toujours des exemples de raisonnement appropriés, mais évidemment, l'élève aurait pu prendre un tout autre chemin. Donc ici, on a un premier exemple où l'élève pose une valeur de n qui est égale à 3, donc le point P qui doit être situé au tiers du segment. Donc, à travers sa démarche, on arrive à une conclusion où la valeur de n étant 3, on trouve une pente pour OP qui est de 2. Si l'élève s'arrêtait, par exemple, à ce premier exemple-là, ben, il pourrait tirer différentes conclusions. Donc, il pourrait décider de faire un rapport entre ces valeurs-là et dire que la pente est le 2 tiers de la valeur de n, pourrait faire une différence ou une somme de ces 2 valeurs-là. Donc, à partir d'un exemple, on a des données, mais on n'est pas capable encore d'établir c'est quoi le lien entre ces données-là. Donc, à partir d'un deuxième exemple, on va être capable d'aller vérifier l'hypothèse qu'on aura émise avec le premier exemple. Donc là, ici, on a une valeur de n qui est égale à 240, donc le point P qui est situé au 240e du segment LR.
Et à la fin, on obtient donc une pente qui est égale à 239. Donc, là, ici, on est en mesure peut-être de réfuter certaines hypothèses qu'on a émises avec le premier exemple ou de confirmer. Donc, ici, on peut voir qu'il semble y avoir un écart de 1 entre la valeur de n et la valeur de la pente de OP. Donc, on pourrait, à partir de ces deux exemples-là, émettre une conjecture et ça pourrait être suffisant. Dans le guide, ici, dans l'exemple de démarche, on produit un troisième exemple pour venir confirmer l'hypothèse qu'on s'est donnée avec les deux premiers exemples en utilisant une autre valeur. Donc, on a utilisé au départ un n qui était à 3, donc une petite valeur. Un deuxième exemple avec n qui est égal à 240, donc qui est une grande valeur et plus grande que 120. Et on essaie avec un troisième exemple pour venir confirmer ce qu'on pense. Donc, on arrive encore une fois à une conclusion qui a un écart de 1 entre la valeur de n et la pente de OP. Donc, il y a différentes façons de formuler la conjecture. Donc, on donne deux exemples dans le guide ici. Par exemple, on pourrait dire que n équivaut à la pente du segment de droite OP plus 1. Ou on pourrait aussi dire que n-1 équivaut à la pente du segment de droite OP. Donc, il y a encore une fois plusieurs façons de formuler les conjectures. L'important, ce qu'on va regarder, c'est si cette formulation-là couvre tous les aspects du problème. Ensuite de ça, si on regarde au niveau des balises, donc dans cet exemple-ci, pour le critère 3, bien, on nommait que pour que l'élève puisse avoir un B, il devait présenter au moins deux exemples variés de valeur de n. Puis là, bien, il y a d'autres éléments à considérer. Si on descend au bas de la page de cette grille, vous avez des petites notes ici qui viennent préciser pour cette situation précise qu'est-ce que signifie avoir des exemples variés. Donc, vous avez en bas complètement, juste ici, donc en bas, voici des exemples de ce que peuvent être des exemples variés dans cette situation. Donc, on dit par exemple, si les valeurs de n sont ni toutes paires, ni toutes impaires. Les valeurs de n ne sont pas toutes inférieures à 120, parce qu'on avait la valeur de 120 dans le graphique, donc des élèves pourraient être portés à utiliser des valeurs qui sont inférieures à 120 uniquement. Et la valeur de n ne sont pas toutes des diviseurs de 120. On a un etc. Donc, il y a d'autres éléments qu'on pourrait considérer. Donc, ça, c'est un exercice qui est à travailler avec les élèves quand on veut développer avec eux leur capacité à émettre des conjectures. C'est de cerner en fonction de la situation quelles sont mes balises ou mes contraintes et comment je peux créer des exemples qui vont être suffisamment variés pour m'assurer de couvrir tous les cas possibles. Donc, c'est un peu l'enjeu qui se retrouve ici et qui fait en sorte que le nombre d'exemples va vraiment varier en fonction de la situation qui est présentée. Donc, il n'y a pas de prescription par rapport au nombre d'exemples. On n'est pas à exiger 2 exemples ou 3 exemples. Mais c'est toujours de travailler avec l'élève à s'assurer que les exemples fournis lui permettent d'observer un phénomène, d'être capable de généraliser une situation et qui couvre tous les aspects. Donc, voilà pour l'exemple tiré d'une ancienne épreuve. Je vous propose maintenant quelques pistes de solutions pour créer des situations de conjecture. C'est sûr, vous pourrez en trouver sur le lien du GRMS à la dernière session de formation. Notre équipe a rencontré des enseignants qui ont écrit des situations de conjecture. Mais aussi, voici quelques pistes que je vous propose. Donc, poser des questions finalement avant d'enseigner un nouveau concept. Ça peut être riche en situations propres à la conjecture. Modifier les questions typiques d'application qu'on est habitué de voir dans les cahiers d'exercice pour amener les élèves finalement là, à développer des tâches de conjecture et travailler à partir des énoncés du programme. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour arriver à tout ceci. Donc, exemple d'une question typique. On a tout vu ça. Dans le fond, on calcule l'aire d'un pentagone à l'aide de la mesure d'un côté puis la mesure de l'apothème. Comment on peut aller modifier ça? Donc, j'ai repris un petit peu les thèmes qu'on a abordés durant la présentation. Donc, on pourrait, dans une idée de compléter l'énoncé, bon, la différence entre l'aire d'un heptagone régulier, l'aire d'un pentagone régulier, qui ont la même mesure de côté d'apothème, correspond à quoi?
Que là, on voit vraiment plus loin dans la compréhension. La conjecture vient vraiment à une résolution de problème. L'élève doit gérer cette idée-là de calculer l'aire et d'un heptagone et d'un pentagone, puis voir quand on a les mêmes mesures, qu'est-ce que ça peut faire finalement comme différence. Je vous l'invite à l'essayer, là, c'est assez intéressant, c'est riche en réponses possibles. Ensuite, toujours dans l'idée de comment je peux retravailler une même question typique, on pourrait demander qu'arrive-t-il à l'aire d'un pentagone si on double la mesure de son apothème? Donc, dans des contextes de géométrie, juste modifier quelque chose, un paramètre, on essaie de voir c'est quoi le résultat, qu'est-ce que ça va produire. Donc là, l'élève est en train d'essayer de trouver finalement un lien. Si on veut regarder un petit peu, est-ce que la chose est vraie ou fausse, on affirme quelque chose, l'aire de polygone régulier double lorsque son apothème double. Et aussi, si on veut travailler la réfutation, il y en a un qui affirme que la mesure de l'apothème est la mesure d'un côté d'un hexagone quand ça double, alors l'aire double aussi. Donc, c'est juste changer la forme de la question, puis ça vous crée plein de questions finalement en lien avec les conjectures. Je propose aussi d'utiliser les énoncés du programme. Donc, celui-là ici est tiré de la page 128 du programme du deuxième cycle. Donc, vous avez des énoncés de géométrie, mais il y en a aussi de toutes sortes. Donc, les milieux des côtés de tout quadrilatère sont les sommets d'un parallélogramme. On peut juste prendre une petite twist de ça ici, puis arriver à une question du type quel est le lien qu'on peut établir entre le milieu des côtés d'un quadrilatère et la figure formée en les reliant. Donc, c'est l'idée d'aller rechercher les éléments de réponse du programme, mais en laissant l'élève finalement explorer par des problèmes ouverts, finalement, comment s'y prendre. Donc, en somme, voir la conjecture comme une résolution de problème, laisser du temps aux élèves de s'investir parce que c'est plus long de se mettre à la tâche, d'arriver à une réponse, en fait, c'est que de faire un petit exercice répétitif ou quelque chose de procédural. Donc, c'est important aussi de voir à l'importance des étapes de la démonstration, finalement, et non juste aux réponses puis aux théorèmes qu'on a à présenter. Donc, plus l'élève va être en contact avec des situations de conjecture, plus il va développer une confiance, il va développer ses stratégies, trouver son lexique mathématique, utiliser le vocabulaire, va pouvoir progresser finalement dans les tâches de plus en plus complexes qui vont être offertes. Puis, on est conscient que le matériel didactique à votre disposition n'est pas tout le temps riche en situation de tâches de conjecture. Donc, il faut malheureusement là, pallier un petit peu à ça. Donc, puis la travailler avec les pistes d'information qu'on vous a proposées. Donc, je voulais vous donner des exemples de tâches supplémentaires. On ne va pas les regarder ce matin, mais je vous invite à les lire, à les utiliser en classe. Donc, des exemples sur compléter les conjectures, des tâches sur la réfutation. Puis, j'en ai mis pour tous les niveaux, toutes les séquences aussi. Donc, à chaque fois, et quelques exemples de énoncés du programme que j'ai transformé aussi. Alors, moi, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vais laisser la parole à Marie-Annick pour la conclusion. Okay. Alors, la présentation tire à sa fin. Effectivement, merci Sophie et Geneviève pour cette présentation qui a été très claire. Vous avez vu tout au long de la présentation, on a donné des liens vers plusieurs sites. Alors, on vous les met ici en rappel. Le premier, c'est le lien vers le site officiel du ministère de l'Éducation où vous allez retrouver les programmes de mathématiques. Je vous invite aussi à aller voir sur le site du ministère. C'est là que vous allez trouver le lien vers l'enregistrement sur la session d'information sur les types de raisonnement qu'on avait donné un petit peu plus tôt, en fait, qu'on a donné l'année dernière. Donc, pour aller visionner cet enregistrement-là, puis également télécharger les documents. Le site du domaine de la mathématique qui est géré en partenariat avec le récit MST, le récit Maths Sciences Techno. Il y a toutes sortes d'éléments intéressants que vous allez trouver là-dessus. Il y a des situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été développées par des gens du réseau. Il y a beaucoup de matériel pour le comité, pour la séquence technico-sciences qui avait été développée par les gens du comité PS. La présentation du 7 décembre, d'ailleurs, dont Sophie a parlé un petit peu plus tôt, ça va être animé par Sophie qui fait partie du comité PS. Donc, je vous invite à aller fouiller sur ce site. Si vous voulez retrouver des questions de type Kelly, donc quel est l'intrus, on vous a mis un lien ici. La semaine des maths de l'Université Laval, c'est la semaine prochaine. Encore là, vous allez trouver toutes sortes de trucs intéressants sur ce site. Et
En terminant, vous avez nos coordonnées, notre adresse courriel si jamais vous avez des questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le clavardage. Là, pendant que je vous parle, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit. On pourra voir s'il y a des questions qui demeurent en suspens. Avant que vous vous débranchiez, on va vous demander de répondre à un court sondage de rétroaction pour que vous puissiez nous transmettre vos commentaires. C'est intéressant de vous lire. Ça nous permet d'améliorer notre offre de formation. Je vous invite aussi à demeurer à l'affût. Le ministère de l'Éducation, donc à la direction de la formation générale des jeunes, on est plusieurs à offrir toutes sortes de formations. Vous pouvez passer le mot à vos collègues, il y en a en français, en sciences. Bon, je vous invite à fouiller sur le site du ministère, vous allez avoir tous les détails. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent avec nous ce matin. Si vous avez des questions par courriel ou encore dans le clavardage, on reste en ligne encore quelques instants. Alors, à bientôt.